Et c'est parti pour l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies ou aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons faire un point de rentrée en matière de crypto-monnaies. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir dans l'émission Valentin Demey. Bonjour Valentin Demey. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous à distance. Vous êtes CEO de Cube3 et on trouvait intéressant de revenir un petit peu avec vous sur la séquence crypto-monnaie, notamment cet été, en juillet et en août. Alors il y a eu des annonces, notamment l'acceptation attendue des ETF Ethereum Spot après celle des ETF Bitcoin Spot qui était arrivée un petit peu plus tôt. Avant d'aller sur ces actualités, peut-être un mot sur la façon dont les investisseurs crypto ont vécu cet été. On sait que sur les marchés boursiers, ça a pu être un petit peu chahuté. Sur les marchés crypto, ça l'a été également. Comment est-ce que vous avez vécu cet été, Valentin Demey ? Alors, il fallait être un peu loin des cours et sortir toucher de la pelouse, comme on dit dans l'écosystème de l'innovation, parce que c'est vrai que c'était pas forcément un été extrêmement glorieux pour les actifs numériques, surtout début août, dans la foulée de tous les marchés financiers, avec toutes les actualités qu'on a connues, la banque centrale japonaise, les chiffres du marché états-unien qui n'étaient pas forcément exceptionnels. Mais c'est vrai qu'on a souffert un peu plus sur le marché des actifs numériques. Il y a eu début août 1 milliard de dollars qui ont été liquidés. On a perdu entre 15 et 20% sur les actifs numériques les plus solides et jusqu'à 40% sur les actifs numériques les plus petits en termes de capitalisation. Donc effectivement, c'était pas forcément un été qu'on attendait de cette manière. Surtout avec l'arrivée de l'ETF Spot sur Ether qui donnait quelques étoiles dans les yeux à la suite de ce qui s'était passé sur Bitcoin, où ça avait apporté beaucoup d'intérêt, beaucoup d'inflow, de prix positifs. C'est passé un peu différemment sur Ethereum, puisqu'effectivement, il y a eu une sortie négative assez importante de position, près de 500 millions qui sont sortis. Donc ça a là aussi entraîné une petite pression à la baisse. Et puis, il y a des facteurs internes à l'écosystème des actifs numériques. Une plateforme qui a fait faillite il y a près de 10 ans, qui se voit redonner une partie des actifs à leurs clients et qui donc les vendent, puisque vous imaginez bien qu'il y a 10 ans, le prix du Bitcoin n'était pas à celui qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, plein de petits facteurs qui font que, oui, en effet, l'été n'était pas forcément le plus intéressant sur les cours, même si les news de fond ne sont pas forcément si dramatiques. Alors, vous l'avez dit, effectivement, il y a cette ETF Spot sur l'Ether, effectivement, qui a été accepté fin juillet. Est-ce que ça vient valider encore un peu plus l'idée d'une corrélation entre actifs traditionnels et crypto-monnaies, quand on voit effectivement que on regarde ce qui se passe dans le monde des actifs réels, si je puis dire, ou en tout cas des actions, en tout cas les drivers qui ont un impact sur les marchés actions, les voir aussi avoir un impact dans le monde des crypto-monnaies? Alors, dans tous les cas, effectivement, le monde des actifs numériques n'est pas un monde à part. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont corrélées à la réalité du terrain. Même pour ceux qui disent que c'est virtuel, lorsqu'il y a une attaque, lorsqu'il y a une problématique dans le monde, eh bien oui, ce sont des actifs à risque qui peuvent aussi ressentir ces secousses et qui peuvent aussi bénéficier des bonnes nouvelles quand ça se passe, notamment aux États-Unis avec le pivot de la Fed. Eh bien, d'un côté ou de l'autre, bien évidemment, ça se ressent sur les actifs numériques. Après, il y a quand même cette distinction entre Bitcoin qui se veut vraiment être la réserve de valeur qui tend à être déconnectée de plein de facteurs par rapport au Nasdaq ou même aux bourses en général. Et Ethereum, c'est vraiment une blockchain et une crypto-monnaie d'utilité, c'est-à-dire qu'on peut vraiment s'en servir pour tout ce qui touche au NFT, tout ce qui touche au métavers, tout ce qui touche à la finance décentralisée, tous ces usages, ça se passe sur Ethereum. Donc l'utilité du token Ethereum, c'est de pouvoir payer les droits d'entrée et d'utilisation de cette blockchain, si on veut faire très simple. Donc c'est vraiment quelque chose d'utilitaire, alors que Bitcoin, on connaît la vision pour laquelle il a été créé en 2008, cette réserve de valeur. Donc les deux crypto-monnaies ne sont pas regardées de la même manière, mais oui, évidemment, les investisseurs qui sont aujourd'hui bien présents dans la table ne sont pas fermés à tout ce qui se passe à l'extérieur. Et donc oui, c'est corrélé souvent dans ces moments-là au marché financier. Et justement, cette différence d'usage, cette différence d'appréciation finalement entre Ethereum et Bitcoin, c'est ce qui viendrait expliquer la façon dont deux ETF spot démarrent différemment, ou il faut regarder aussi une explication autour du moment de marché, Valentin Demey ? Pour moi, il y a trois facteurs. Il y a effectivement le moment de marché. On a listé, les ETF spot Ethereum ont été listés fin juillet, donc l'attention médiatique n'était pas forcément portée sur ça. Il me semble qu'il y avait les Jeux Olympiques et c'était très bien. Il y a effectivement les investisseurs institutionnels qui ne sont pas autour de la table. Il y a le deuxième sujet qui est que
Effectivement, ce ne sont pas les mêmes actifs et ce ne sont pas les mêmes intérêts du public non plus. Beaucoup connaissent Bitcoin. Il y avait Surfing Bitcoin à Biarritz il y a quelques jours au casino de Biarritz. Beaucoup connaissent Bitcoin. Énormément de passants s'arrêtaient, faire les photos et échanger avec les festivaliers. Autant Ethereum, on a quand même une petite marge de manœuvre pour arriver au même niveau. Donc il y a aussi ce point-là. Et puis le troisième point, c'est comme je disais à l'instant, Ethereum est un token utilitaire et en ce moment, Ethereum n'est pas très utilisé pour être tout à fait honnête. La blockchain, en général, depuis 2-3 ans, quand on veut utiliser la blockchain pour une transaction un peu simple, qui est d'envoyer des cryptos d'un point A à un point B, ça va coûter entre 3 et 6 dollars, puisque la blockchain est assez utilisée. Là, cet été, ça a coûté quelques centimes. C'est pour dire à quel point le marché, enfin, les gens n'ont pas utilisé cette blockchain. Ça s'explique pour plein de raisons. Mais en tout cas, de fait, la blockchain Ethereum a été imaginée depuis son passage en proof of stake, on l'a beaucoup commenté, pour être soit inflationniste lorsqu'elle est peu utilisée, soit déflationniste lorsqu'elle est très utilisée. Et donc, de fait, là, depuis quelques mois, elle émet beaucoup plus d'Ether sur le marché qu'elle n'en supprime par l'utilisation. Parce que pour faire très simple, à chaque fois qu'on fait une transaction, il y a une partie des Ethers qui vont aux récompenses de ceux qui le font tourner, puis il y a une partie qui disparaît du réseau. Et donc, si on dit qu'on en crée 10 par jour et qu'on en brûle 15 parce qu'il est utilisé, ça va. S'il n'est pas utilisé, qu'on en crée 10 mais qu'on en brûle que 2, de fait, on en crée 8. Et en ce moment, c'est ce qui se passe. Le réseau est inflationniste, alors que pendant très, 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 très longtemps, depuis la mise à jour, il y a près de 2 ans, il a été déflationniste. Bon, on suivra dans Smart Patrimoine effectivement l'évolution de ces ETF Ethereum Spot à la fin de l'été aussi pour voir effectivement comment s'amorce la tendance sur le sujet. Dernière question, Valentin Demey. On est aujourd'hui presque un jour de rentrée des classes. À quoi s'attendre sur le marché crypto et surtout quelles actualités regarder pour un investisseur plus ou moins averti? Eh bien déjà, effectivement, c'est comment va se comporter le marché maintenant que la rentrée des classes est aussi le cas dans les marchés financiers. Donc, vous l'avez très bien dit, on a vu sur le Bitcoin un inflow intéressant en termes de ETF spot assez rapidement, mais c'est vraiment 4 mois après que ça s'est stabilisé une fois que chacun s'est repositionné. Là, pour vous donner un chiffre, grosso modo, il y a à peu près 2% de la supply d'Ether qui sont dans les ETF, alors qu'on est à 5% de la supply de Bitcoin qui sont dans les ETF. Donc, c'est 55 milliards d'un côté, 7 milliards de l'autre. Donc, à voir comment ça évolue. Ça, c'est la première chose à regarder. La deuxième chose à regarder, c'est peut-être moins intéressant du point de vue de l'investisseur, mais malheureusement, c'est ce qui va driver une bonne partie des investissements, c'est la régulation. C'est-à-dire qu'on en a parlé à un long moment, ça fait 2 ans qu'on s'attend à MiCA, ça fait 2 ans qu'on s'attend à sa mise en application, ça y est, on y est. Et d'ailleurs, la mise en application d'une bonne partie de marketing crypto-assets, ce règlement qui va un peu sanctuariser l'écosystème européen des actifs numériques et qui s'inspire très fortement de la réglementation bancaire, eh bien, a déjà trouvé ses premières proies, c'est les stablecoins, qui sont ces tokens qui suivent le prix d'un actif comme le dollar notamment pour la majorité d'entre eux, et qui donc sont extrêmement régulés aujourd'hui en Europe. On a eu ce grand débat entre le géant USDT qui n'a décidé de ne pas faire le choix de la réglementation européenne contre son rival l'USDC qui lui, Circle, a fait le choix de la réglementation. Circle est autorisé à émettre et à continuer de circuler sur le territoire européen, pas son rival et donc le premier du nom l'USDT. Donc on voit des plateformes qui sont obligées de délister l'USDT et ça pose des problématiques, ça pose des interrogations sur, là encore une fois, la compétitivité de l'Europe, puisque c'est le premier stablecoin du secteur. Comment va se positionner l'investisseur de demain, comment on va regarder cette réglementation continuer d'arriver dans l'ensemble du secteur. C'était les stablecoins en juin. En fin d'année, ça sera les plateformes. Et ensuite, tout va dérouler jusqu'à la fin de l'année et l'année prochaine pour ceux qui ont un peu de rab. Et donc, ça risque de secouer un petit peu. C'est ça qu'il faut regarder. C'est très clairement ça qu'il faut regarder dans les prochains mois. Message passé. Merci beaucoup Valentin Demey de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes CEO de l'incubateur et accélérateur Web3 Cube 3. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.